Est-ce que vous voyez encore du monde dans le couloir ou est-ce qu'on peut commencer? On y va? Non, ça vient encore, on va attendre encore un petit peu. Bon, on n'est pas très en avance, mais je pense que le temps que vous avez consacré aux ateliers vous aura permis de développer un peu plus que prévu, et c'est tant mieux finalement. Allez, je vous propose d'y aller. 4 ateliers, 4 restitutions, 4 rapporteurs, rapporteuses. Il y a un ordre effectivement tout à fait arbitraire, c'est 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on respecte ça ou est-ce que quelqu'un veut se lancer pour commencer? Allez, c'est Tobias, ça tombe bien. Voilà, Tobias Salaté pour restituer le premier atelier consacré à la coopération entre sites, les jumelages locaux, les sites transfrontaliers, quels atouts, quels freins pour gérer les zones humides, en termes de fonctionnalité, d'usage, de fréquentation, etc. Tobias, voilà, merci, il suffit de prendre le micro. Donc quelques minutes de restitution, éventuellement quelques questions si vous le souhaitez, ou à la fin s'il en reste. D'accord, merci pour m'avoir invité. Et je parle à ce sujet puisque je suis aussi un peu transfrontalier, vu que je suis parti ce matin depuis l'autre versant du Jura ou du bassin amont du Rhône. Dans notre atelier, on a eu 2 exemples qu'on a regardés. Et les 2 ont évidemment senti le besoin de travailler ensemble parce que leur bassin hydrologique, leurs zones humides, leur milieu étaient partagés. Et pour faire simple, il y a 2 options pour partager ça. Soit c'est rive gauche, rive droite, mais peut-être une nappe phréatique commune, comme c'est le cas autour du lac de Bourget, le long du Rhône, en Savoie et dans l'Ain, où il y a un site Ramsar qui existe en Savoie, le lac Bourget avec le marais Chautagne, mais il y a en face, de l'autre côté, le marais de Lavour qui sera peut-être inclus dans une extension. L'autre exemple, c'était plus proche d'ici, et ça c'est l'autre cas classique. Une partie est en amont et l'autre c'est en aval, le long de l'Isère, le marais Audomarois en France, et plus en aval, la plaine de l'Isère en Flandre voisine. Donc avec le vécu et les expériences de tout ça, on a beaucoup pu illustrer tout ça. On aurait pu l'illustrer avec plein d'autres sites. Malheureusement, il n'y avait personne d'ici du Rhin supérieur qui était conçu dès le début avec la partie alsacienne rive gauche et la partie badoise rive droite. Il y a d'autres exemples qui étaient mentionnés, particulièrement autour du département de l'Ain. C'est très riche. Il y a quelque chose qui n'était peut-être pas dit, mais il y a aussi l'amont et l'aval. Ça peut être l'amont le long du Rhône, canton de Genève, l'aval, les Tournelles entre Savoie et Haute-Savoie et Ain. Ça peut être l'inverse, le long de l'Orbe, où vous avez en amont le parc naturel du Haut-Jura en France et en Suisse voisine, en aval, le parc naturel régional du Jura vaudois. Juste pour illustrer les cas. Mais revenons peut-être à quelques points clés pour ne pas être trop long. Apparemment, plusieurs fois, Luc Barbier, qui a animé l'atelier, a dit bon, alors, concentrons-nous, pourquoi on veut travailler avec les voisins? Est-ce que ça a des atouts et ça nous donne des plus-values, ou est-ce que c'est plus difficile? Oui, c'est plus difficile parce que peut-être ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont certainement pas le même système administratif, et ça peut être même entre le département de la Savoie et celui de l'Ain, ou évidemment entre les frontières nationales. Mais globalement, personne n'a voulu dire oui ou non, mais je pense que le sentiment dans la salle était clairement oui, ça vaut la peine de regarder au-delà de notre propre frontière, de quel ordre elle serait. Donc le bilan est certainement positif parce que les quelques difficultés sont facilement surmontables. Parce que, a priori, on peut apprendre beaucoup de choses, ce que le voisin ou les voisines font mieux que nous, ou apprendre des idées.
c'est pas, on a dit, on pique des idées, non, c'est plutôt partager le savoir-faire et le répandre plus rapidement, plus facilement, au-delà des frontières. Donc aussi, ça donne certainement des synergies dans le sens que, puisqu'on travaille un peu près dans les mêmes domaines, on a à peu près les mêmes devoirs à faire dans l'éducation, la sensibilisation du public, ou la gestion de l'eau, ou la gestion des milieux, etc. On peut faire ça ensemble, ou d'une manière coordonnée. On va forcément gagner quelque chose, parce que les méthodologies peuvent être utilisées des deux côtés de la frontière. Pas chacun doit réinventer la roue pour lui ou pour elle-même, quoi. Donc, des synergies sont certainement une réalité. Après, aussi, une vision du bassin qui est a priori hydrographique, mais c'est un bassin de vie qui a été dit. De vie, ce n'est pas que les papillons rares, les libellules, les oiseaux migrateurs et d'autres, c'est aussi les habitants, la population humaine, ceux qui devraient s'approprier ce bassin avec toute la nature et tous les milieux aquatiques qui sont dedans. Donc, dans cette vision de bassin, surtout quand il est partagé entre les deux côtés d'une frontière, c'est donc clairement un atout. Ça a été mentionné aussi, on peut peut-être apprendre les évolutions, les trends, ce qui est en train de se passer en regardant chez les voisins. Il paraît qu'ici, dans le nord de la France, il y a beaucoup de choses qui viennent de la Belgique voisine, mais qui seront plus ou moins rapidement une réalité aussi dans les Hauts-de-France, dans le tourisme, dans les mouvements de récréation à proximité. Ça peut être ailleurs, ça peut être autre chose, mais ces sujets, on peut apprendre du voisin dans différents domaines, ce qui va probablement se passer bientôt chez nous aussi. Un autre point qui est important qui a été dit, c'était l'approche Ramsar. Elle est assez adaptative et flexible. Donc, ça peut être un créateur d'idées, un laboratoire d'idées. On peut faire quelque chose et ça marche bien, donc le voisin peut apprendre aussi de le faire de la même manière ou l'adapter pour chez elle ou chez lui. Ces idées vont circuler plus rapidement quand elles sont partagées de cette manière-là. Et donc, être intégré dans la vie de plus d'habitants par une population plus grande dans un bassin, dans un lieu de vie partagé. Donc, c'est cette vision que les idées qui marchent bien, puissent se répandre plus vite, peut être certainement facilitée par ces échanges et cette coopération transfrontière. Et donc, aussi peut-être, c'était mentionné, un site Ramsar qui est établi dans ses frontières, dans ses limites qui sont clairement définies par l'administration en charge, mais le site ou ceux qui le gèrent peuvent aussi rayonner au-delà, que peuvent les bonnes approches, les bonnes pratiques appliquées à l'intérieur du site peuvent aussi être appliquées dans des petites zones humides à côté, dans des trames bleues ou vertes, dans un milieu agricole, dans un milieu peut-être urbanisé, etc. Donc ça, c'est un autre point. Donc, pour ne pas être plus long que ça, je n'ai pas noté d'autres points, mais j'ai certainement oublié plein d'autres qui étaient mentionnés, donc je compte sur tous ceux ou celles qui étaient dans l'atelier pour compléter. Merci donc. Merci Tobias. Merci beaucoup. Merci à notre rapporteur Tobias Salaté et puis bien sûr aux intervenants dans cet atelier, Luc Barbier et Léonie Besson, et puis au rôle d'animateur de Luc. Sur cette thématique, deuxième atelier, deuxième restitution, comment concilier la diversité des usages sur les milieux, en matière de tourisme, d'activités nautiques, économiques, etc., et leur préservation, sur les milieux humides bien sûr. Animatrice Anaïs Barbarin, de la communauté de communes de l'Île de Ré, elle est accompagnée de Laurent Pouzin
Et vous avez eu le témoignage de Karen Sabatrice du Cœur d'Ostrevent Tourisme et Olivier Cardot de la communauté de communes de Cœur d'Ostrevent. Et c'est Cassandre Chambard du département de la Somme qui va nous en faire le retour. Bien sûr. On va demander à la régie d'ouvrir le micro du pupitre. Merci. C'est bon? C'est ouvert? Ouais, ça a l'air. Alors du coup, je vais commencer l'introduction par une phrase que j'ai piquée à Thierry Lecomte. En fait, on est un peu tous schizo quand on est gestionnaire de zones humides, parce qu'on veut absolument faire découvrir nos milieux humides à tous, hein, au plus grand public, l'ouvrir à tous les usages. Mais derrière, comme on augmente le nombre d'usagers, d'usages, on arrive forcément à des conflits de concertation déjà de conciliation entre tous ces usages. Et puis derrière, on ouvre aussi à des problèmes de surfréquentation, avec du coup des potentielles dégradations de milieux, qui nécessitent des fois parfois de limiter l'accès de certains sites ou de carrément les fermer. Donc voilà, c'est un constat sur lequel on partageait tous, mais que malheureusement il va falloir jongler avec pour réussir à tout de même aménager et ouvrir nos sites au public, tout en jugeant du coup de ce qui peut être accepté comme nombre de personnes, de visiteurs, même si c'est très délicat. Et avec aujourd'hui, dans un contexte de développement des usages, notamment tous les sports de loisirs qui n'étaient pas forcément pris en considération avant. Voilà, on a eu donc la présentation, comme le disait Jean-Charles, de 2 cas. Donc je vais commencer avec le cas avec plus axé sur le développement touristique et le développement d'usage. Et puis le deuxième cas qui parlera plus donc, des problématiques liées à un trop fort développement touristique, une trop forte surfréquentation. Donc tout d'abord, le développement écotouristique qui a été mis en place sur la com de Cœur d'Ostrevent, qui fait donc partie du site Ramsar Scarpesco. Donc en fait, il partait d'un constat avec 2 héritages, donc un héritage minier et puis un héritage de développement, de souhait de développement de sport de nature, avec l'objectif donc de changer l'image qui était faite des milieux humides du secteur et puis de développer les mobilités douces et les sports de nature, donc d'améliorer la qualité de l'offre touristique en place. Donc ça s'est fait par notamment la valorisation touristique de la Scarpe avec 13 km dont 13 km, puisqu'en fait on est juste sur le cas de la com de com, qui n'a que 13 km de Scarpe concernés. Et donc il y a eu des travaux de restauration écologique de la Scarpe, et à cette occasion-là, ils en ont profité pour réhabiliter les berges et créer une véloroute. Et donc du coup, ceci a permis d'amener des usagers qui étaient nouveaux. Avant, il n'y avait que des randonneurs et des vététistes. Et puis très rapidement, après l'aménagement, il y a donc eu de l'afflux touristique avec notamment tout ce qui était des joggeurs, des vélos, je perds mon fil, voilà, pardon, des activités nautiques également. Et donc tout ça a nécessité des mesures de conciliation sur les différents usages sur le chemin de halage afin de respecter les activités de chacun. Donc une charte a été créée, une charte d'intention de développement touristique de la Scarpe. Donc ça, vous pourrez la retrouver, je pense qu'elle sera partagée avec les actes du séminaire. Et donc en fait, elle a été mise en place par le parc. Et donc l'objectif, en fait, c'est de développer le tourisme tout en maintenant des milieux préservés. Donc ça permet de faire un peu un garde-fou pour la préservation des milieux, tout en maintenant des usages et en pouvant quand même avoir un développement écotouristique du secteur. Donc l'idée, c'était, avant toute mise en place d'aménagement, d'informer les usagers en amont pour éviter les problèmes de conciliation, de consulter les fédérations et de se concerter sur ces aménagements avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'était vraiment important de prendre le temps en fait, d'échanger, de se connaître, de comprendre les attentes de chacun et les réticences pour derrière avoir une bonne acceptation du projet et éviter du coup tous les problèmes de conciliation d'usage qui mènent souvent aussi à la dégradation des milieux. Je descends. Alors donc pour sensibiliser les usagers une fois les aménagements en place et avoir des comportements respectueux des milieux, il y avait une doctrine en 3 temps, donc découvrir, comprendre et agir. Donc découvrir via des belvédères, des animations qui peuvent être mises en place pour aussi sensibiliser les usagers. Et puis également donc comprendre le point de vue de l'autre, comprendre aussi la nécessité de préserver ces milieux, puisque le comprendre c'est s'approprier ces milieux et donc du coup en être acteur. Et puis également agir avec la proposition de chantiers bénévoles et d'inventaires participatifs auprès du grand public.
Voilà, il faut quand même noter que du coup, depuis que cette véloroute a été ouverte, il y a beaucoup de vélos qui commencent à circuler, avec du coup des fois parfois un peu une impression d'autoroute, donc ça nécessite encore plus des concertations entre tous les usagers et pourquoi pas aussi surveiller d'éviter toute dégradation des milieux liés à cette fréquentation importante. Donc voilà, tout ça pour présenter aussi que les activités touristiques peuvent être utilisées comme possibilité de mettre en place des sensibilisations auprès des enfants, des scolaires, du grand public, et de du coup en fait d'avoir une porte d'entrée intéressante via les activités touristiques ou les usages en place pour avoir une plus-value sur l'environnement. C'est par exemple ce qui va être fait ou ce qui est fait, alors là je ne sais pas, il faudra qu'on me corrige, avec un rallye avec des questions sur le milieu humide à faire du coup en vélo auprès des sportifs, donc un public familial et des habitants. Et donc ces questions seront axées sur les activités, les richesses écologiques du territoire et puis la nécessité de mettre en place des mesures pour le préserver. Donc du coup ça permet de sensibiliser les gens via ces usages. Voilà, donc il y avait une phrase, donc c'était l'objectif, c'est pas forcément d'accueillir plus, mais c'est d'accueillir mieux. C'est pas forcément d'en faire une grosse destination touristique, mais qu'au moins les citadins autour, qui amènent du coup, qui ont envie de besoin de nature, puissent pouvoir en profiter tout en préservant les milieux. Alors il y avait une piste comme ça de réponse qui avait été donnée aussi. Le problème des milieux humides, c'est qu'aujourd'hui c'est des terrains restreints puisqu'il y a eu beaucoup de dégradation malheureusement et que donc du coup on est toujours en augmentation du nombre d'usages et on ne peut pas répondre aux attentes de tous par rapport à ces milieux. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à augmenter la surface de zones humides par la restauration pour avoir plus d'espace à faire découvrir au public et aux usagers? Enfin, la fréquentation principale, donc c'est surtout les citadins en fait en besoin de nature. Donc il y avait une réflexion sur la solidarité entre les urbains auprès des ruraux pour que chacun puisse en profiter. Donc par exemple une solidarité financière, ce qui me fait une transition sur le deuxième exemple avec la présentation donc, de l'île de Ré où il y a une écotaxe en fait sur le pont qui permet d'accéder à l'île. Et cette écotaxe donc, qui est payée par tous les touristes et les visiteurs permet en fait d'être reversée aux communes et à la communauté de communes pour pouvoir mettre en place des actions en faveur de préservation de l'environnement sur l'île. Donc voilà, c'est un cas intéressant où les usagers deviennent en fait acteurs du site et de sa préservation et donc profitent également à l'écologie du site. Voilà, donc toujours sur la présentation de l'exemple de l'île de Ré, il y a effectivement des problèmes donc, de surfréquentation sur le site. Il y a eu plusieurs mises en place d'aménagements pour canaliser les flux touristiques, avec notamment des pistes cyclables. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les pistes cyclables sont pour la plupart saturées et il y a des gens qui pénètrent quand même dans les marais qui sont privés autour. Donc du coup, avec des conflits d'usage, mais aussi du coup de la dégradation de milieu. Et c'est vrai que voilà, il y avait aussi un témoignage sur le problème en fait de compréhension de milieux privés. Qui sont en fait des milieux naturels et du coup les gens ont l'impression que les milieux naturels sont forcément à tous et aussi à eux par conséquent et que donc du coup ils ne comprennent pas pourquoi ils pourraient être fermés ou pas forcément accessibles. Toujours sur l'île de Ré, donc on a le développement de nouvelles activités notamment avec du paddle et en fait c'est des nouvelles activités qui sont quand elles sont dans des clubs sont bien encadrées et évitent toute dégradation du milieu mais quand elles ne sont malheureusement pas toujours encadrées et libre à l'usager, il peut y avoir des problèmes de dégradation de milieu et avec peu de recours en fait puisque ce sont des usages encore nouveaux et sur lesquels il ne se passe pas forcément sur des secteurs sur lesquels il y a des pouvoirs de police. Voilà, donc en fait l'idée c'était un petit peu de dégager deux types d'usagers, donc les usagers primaires on va dire où il y a du gain économique dessus, les pêcheurs, les gens qui font de la cueillette, etc. Et donc du coup qui ont un intérêt à garder des milieux en bon état. Et puis les usagers secondaires, on va dire, les touristes et les usagers de passage, qui eux ont plus de difficultés à comprendre la nécessité de garder le milieu en bon état. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de mettre en place des conciliations et des concertations pour éviter tous ces problèmes en amont avant qu'ils se posent. Et le problème, c'est que c'était difficile d'avoir recours au pouvoir de police. C'était vraiment le dernier cas. Néanmoins, il a été signalé qu'il y a donc une nouvelle loi récente qui permet de donner des pouvoirs d'intervention aux maires pour mettre en place des limites ou des jauges sur certains sites du nombre de personnes, avec la possibilité de mettre en place des arrêtés.
Voilà. Donc en fait, pour conclure, l'objectif en fait, c'est déjà de connaître la faune et la flore qui est présente sur le terrain. Donc ça, les labels et les zonages écologiques peuvent permettre de répondre à ces problématiques, enfin, pour permettre de répondre à cette question, pour ensuite estimer les activités qui seraient acceptables sur le site. Et ça, c'est encore une étape qui est difficile parce qu'on a peu de données et que c'est difficile d'avoir un nombre précis là-dessus. Et ensuite, si surfréquentation il y a, du coup, d'avoir recours à des mesures de pouvoir de police. Donc un dernier exemple, donc sur le Cap et Marais d'Opale, il y a des éco-compteurs qui vont être mis en place pour compter le nombre de passages au niveau de certains endroits pour du coup avoir plus d'informations sur la fréquentation. Ils ont déjà les données inventaires écologiques et du coup une fois ces deux endroits, enfin ces deux données en leur possession, ils pourront mettre en place en fait des systèmes pour désengorger les endroits qui sont déjà trop fréquentés et puis aller remettre donc du coup ces touristes, cet afflux de touristes ou de visiteurs sur les endroits où il y aurait moins d'enjeux, où il y aurait effectivement aussi moins de fréquentation. Donc pour conclure, c'est vrai que c'est difficile de savoir à quel moment on est dans un équilibre de préservation et d'usagers, et notamment entre tous les usagers et les services écosystémiques et la biodiversité. Donc c'est encore complexe de ménager la chèvre et le chou, mais en tout cas, il y a des premières études qui arrivent dessus, on en a plus conscience, mais il nous manque encore des données pour savoir la quantité d'usagers acceptables sur les sites. Voilà. Merci Cassandre, merci beaucoup. Alors, deux enseignements, hein, je ne veux pas cafeter, mais cette idée de faire payer, de prélever une partie d'un péage sur un pont, ça a donné des idées à certains acteurs dans la salle que je ne dénoncerai pas. Mais c'est vrai que ça peut être le retour d'un octroi en faveur des zones humides. Et puis si j'ai bien compris aussi, donc s'il n'y a pas assez de place pour les visiteurs, il n'y a qu'à augmenter les surfaces de zones humides et il y aura plus de place pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc je vous ai cité les intervenants de cet atelier. Je vous citerai de même ceux qui sont intervenus dans l'atelier 3 dont nous allons entendre maintenant le retour avec son rapporteur Julie Dinella du Parc naturel régional de Scarpesco, qui a donc pris note des interventions de Ludivine Picard de Noréade et de Pierre Durlet du Parc naturel régional du Haut-Jura pour parler du changement climatique, des actions à mener pour maintenir la qualité et la quantité d'eau dans les zones humides. Merci, bonjour à tous. Alors, le changement climatique, on l'a bien vu lors de nos échanges pendant cet atelier, ça reste quand même un sujet qui n'est pas très rigolo, où chacun a pu vraiment aussi montrer comment il le ressentait, notamment l'impact qu'il y avait sur les zones humides. Donc, à travers les deux présentations qu'on a eues donc, de Pierre et Ludivine, tout d'abord, c'était un constat que les derniers épisodes de sécheresse que l'on a vécu ces dernières années montrent un changement climatique qui est présent et un changement dans la perception qu'on peut avoir sur l'accessibilité en eau potable. Ces deux présentations se sont axées sur l'eau potable au début parce qu'en fait, c'est comme ça que les usagers remarquent qu'il y a un problème avec la gestion de la ressource en eau. Mais ces remarques-là, forcément, on peut les transposer aux zones humides. Alors le constat au début, en Haut-Jura, c'est que l'alimentation en eau potable se fait en amont, en tête du bassin versant, par de l'eau de surface, donc des lacs, et puis en aval sur de la ressource profonde, donc des nappes phréatiques et des nappes souterraines. Dans le nord, c'est aussi les nappes souterraines qui sont utilisées pour l'alimentation en eau potable. Aujourd'hui, avec la sécheresse, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu une diminution des réserves d'eau et qui ont contraint à la fois le Haut-Jura et le Nord à utiliser des camions-citernes pour venir alimenter les différents usagers. Et ça, c'est un grand impact qu'il y a pu y avoir du changement climatique. Quand on a présenté cette question-là, il y a eu une autre question qui est arrivée dans la salle, c'est est-ce que les habitants se sont rendus compte de l'utilisation de ces camions-citernes pour leur alimentation en eau potable? Et la réponse était non, finalement, les habitants ne s'en sont pas rendus compte puisque l'eau du robinet était toujours là, toujours disponible. Mais par contre, sur certains territoires, ça a permis une prise en compte et puis, des élus qui ont dû gérer la crise et qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même
un questionnement sur la quantité d'eau disponible sur ces territoires qui jusqu'à présent, enfin on l'avait entendu juste avant par les partenaires, enfin les élus, n'était pas forcément une grosse problématique. Donc on a ces questions sur l'eau potable, mais la sécheresse, ça impacte aussi les zones humides et ça impacte aussi l'agriculture avec des diminutions de récoltes, donc ça a un coût économique important. Ça impacte aussi la filière bois-forêt avec un stress hydrique et une fragilisation des arbres qui entraîne de la mortalité et qui oblige la filière à se restructurer. Enfin, voilà, tout un tas d'impacts à la fois sur les milieux naturels et sur l'économie. Donc, comme je vous le disais, les deux présentations étaient très axées sur l'eau potable et les questions qu'il y a eu sur est-ce que les habitants s'en rendent compte. Ça a aussi amené des réflexions, notamment pour Noréade, du coup, le syndicat d'assainissement et d'eau potable sur le Nord, à se demander est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de réduire le débit d'eau potable directement chez les particuliers pour qu'ils se rendent compte qu'on n'a pas la même accessibilité en temps de sécheresse qu'en temps où tout va bien. Et là, c'est des questions plutôt réglementaires. En fait, on n'a pas forcément le droit de faire ça puisque ça pourrait créer des problèmes de qualité puisque les réseaux ne seraient pas en charge. Mais du coup, après ces deux présentations, on a pu enchaîner sur quelles actions on peut mettre en place pour adapter les zones humides à ce changement climatique qui ont du coup des conséquences sur l'eau potable, comme on a pu le dire. Et il y a tout un tas de réponses qui ont été amenées dans différents échanges. Alors, je m'excuse par avance, mais je ne vais pas pouvoir retranscrire tous les échanges qui ont eu lieu. Mais alors, on peut noter à la fois un besoin d'améliorer la connaissance, des besoins de restauration à large échelle des milieux humides qui peuvent venir apporter des solutions face à ce changement climatique. Alors, pour les restaurations, par exemple, c'est les programmes LIFE. On en a parlé déjà ce matin, puis vous allez en parler pendant tout ce séminaire. Les programmes LIFE du Jura et puis le programme LIFE Anthropophanes et puis les futurs qui pourront ramener cette restauration à large échelle. Sur l'amélioration de la connaissance, il y a un exemple assez frappant qui nous a été présenté par Ludivine sur l'ouverture d'un nouveau forage, la réouverture d'un forage sur la commune de Marchienne, donc, qui est en plein sur le site de Ramsar des vallées de la Scarpe et de l'Escaut, qui se disait aujourd'hui, voilà, on a ce forage qui peut être réouvert. On n'a pas de problème au niveau des chroniques piézométriques. On a l'impression que tout va bien. On a l'impression au niveau géologique que tout se passe bien aussi. On est complètement en séparation entre le milieu naturel et la nappe dans laquelle on va pomper pour l'eau potable. Au niveau météorologique aussi, c'était... voilà, il n'y avait pas de suspicion en fait que la réouverture de ce captage pouvait entraîner des effets néfastes sur les zones humides. Et puis en fait, il y a eu un travail à la fois par le parc, le BRGM, où on a eu un questionnement, en fait, potentiellement, s'il y a peut-être une interaction entre la tourbière de Marchienne et la nappe de la Crée, donc qui est la nappe dans laquelle on pompe pour l'eau potable. Et donc, il y a une nouvelle réflexion qui vient se mettre. Est-ce que si on vient pomper, on vient détruire le milieu humide? Donc ça fait partie des actions qui peuvent être mises en place, c'est améliorer la connaissance pour avoir une réponse à ce genre de questions. Ensuite, il y avait la proposition de changer de paradigme avec notamment l'utilisation de projets d'utilisation d'eau non conventionnelle, donc par exemple les eaux d'exorde des carrières, pour les réutiliser pour l'eau potable ou d'autres usages. Et là, il y avait une réflexion, notamment de l'Agence de l'eau, qui était quand il y a un nouveau prélèvement en eau qui doit être fait comme ça, ce serait intéressant de prendre en compte l'impact que ça peut avoir sur le milieu naturel avant de donner l'autorisation d'utiliser telle ou telle ressource en eau. Et il y avait donc une précision sur ce projet de réutilisation des eaux d'exorde des carrières dans la Vénois, et en se disant, c'est la priorité, c'est d'abord le débit au cours d'eau. On reprend cette eau-là, on la remet dans le cours d'eau, et nous, on prend que ce qui est en surplus. Mais donc là, c'était encore un problème d'amélioration de la connaissance. Est-ce que, sur les débits des cours d'eau, c'est facile, c'est tangible, on connaît combien le cours d'eau en a besoin. Mais sur les milieux naturels, c'est plus difficile de savoir quel volume d'eau est nécessaire pour le bon fonctionnement de la tourbière.
Et donc, il y avait aussi un exemple assez intéressant en Angleterre, avec des captages d'eau potable qui ont été mis en place et qui ont été ensuite arrêtés parce qu'il y a eu un constat de dégradation du milieu naturel. Donc voilà, des exemples aussi à l'étranger. Il y avait aussi la proposition pour tout un tas d'outils qui existent, donc le schéma départemental de la ressource en eau, les SAGE, les SDAGE, les PTGE, les projets territoriaux de gestion de l'eau, tout un tas d'outils comme ça qui sont là pour définir le partage de la ressource en eau. Mais la question était de se dire on a besoin de mener une réflexion globale sur ce partage de la ressource en eau, en prenant à la fois en compte d'où vient l'eau au début, quelle eau on a besoin, surtout, pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on partage, et pas se demander quelle quantité d'eau est disponible aujourd'hui, et donc après on la divise. Ce serait plutôt de se dire quelle quantité d'eau on a besoin en intégrant la notion de sobriété, et puis mener la réflexion du début à la fin. Pour exemple, pourquoi mener la réflexion du début à la fin? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On se disait que si on diminue l'eau dans le système d'assainissement, en fait, il y a certains cours d'eau qui sont alimentés uniquement par les eaux d'assainissement. Donc ça aussi, c'était un exemple de se dire il faut vraiment prendre de l'eau qui tombe d'un nuage, voilà, l'eau de pluie, et jusqu'où elle va dans le cours d'eau, dans le milieu, et elle va s'infiltrer, enfin vraiment prendre tous ces éléments-là dans le partage de la ressource. Et donc je parlais de questions de sobriété, et donc on a aussi parlé du fait de réduire le volume d'eau prélevée pour les usages notamment d'eau potable. Et donc il y avait pas mal de questions sur est-ce qu'on ne peut pas utiliser de l'eau qui n'est pas potable dans l'usage domestique, par exemple, pour essayer de faire un cycle court au niveau d'une parcelle, au niveau d'un foyer, au niveau du domestique. Alors là, il y avait plusieurs réponses qui pouvaient être opposées, selon les lieux, selon la réglementation, selon les DDT, etc. Parce qu'il y a certains endroits où, en fait, on n'a pas la réponse, mais la réglementation n'autorise pas aujourd'hui d'utiliser l'eau de pluie pour tous les postes domestiques. Mais il y a des endroits où effectivement l'eau de pluie est utilisée à 100% pour que les gens aient une autonomie totale chez eux. Donc voilà, il y avait une question là-dessus, on n'avait pas forcément la réponse. Et il y avait un exemple en Belgique où là, il y avait des communes, des habitants qui avaient réussi à passer en eau pluviale ou en utilisation d'eau pluviale sur la plupart de leurs postes et en fait étaient indépendants sur l'eau potable. Et malheureusement, quand il y avait des problèmes de sécheresse et quand leur volume disponible dans les cuves, etc., diminuait, ils revenaient se brancher au réseau commun et qui n'était plus du tout assez dimensionné pour recevoir aussi leurs demandes en eau potable. Donc voilà, ça c'est des exemples aussi qu'il faut réfléchir à ce besoin de vraiment tout regarder du début à la fin quand on parle de partage de la ressource en eau. Il y a eu aussi pas mal d'échanges sur la modification de l'occupation du sol, l'impact du paysage sur l'infiltration de l'eau et sur les volumes disponibles dans les zones humides et sur le drainage et la recharge des nappes. Où là, les questions, c'est comment on fait pour mieux analyser l'impact de l'occupation du sol, comment on fait pour mieux la connaître et l'encadrer, de manière à ce qu'il y ait moins d'impact possible sur la ressource en eau. Et là, il y avait un exemple intéressant en Suisse d'une zone de protection qui s'appelle les espaces marais, en fait, qui permettent de définir le bassin d'alimentation de chaque marais. On définit donc le bassin d'alimentation en eau du marais, et puis quels éléments sont importants pour la recharge de ce marais, qu'est-ce qui intercepte l'eau dans le bassin versant, qu'est-ce qui est à conserver et donc qu'est-ce qui est à supprimer. Et en fait, ce qui donne aussi la force à ce zonage donc, qui s'appelle les espaces marais, c'est qu'il devient opposable pour de nouveaux projets d'aménagement. Donc je répète, ça c'est en Suisse. Ça ne se fait pas encore en France. Mais du coup, ça permet de spatialiser un peu les impacts et l'intérêt et peut-être des aménagements futurs. Et il y avait aussi comment on fait pour protéger les zones humides face au changement climatique dans les documents d'urbanisme, avec les plans locaux d'urbanisme où chaque personne publique associée aussi a un rôle d'alerter sur la limite de la ressource qui est disponible. On sait que c'est pas une ressource infinie
Et donc le SCOT du Haut-Jura, qui est animé par le parc, a posé un nombre d'habitants fini et donc vient alerter sur cette disponibilité de la ressource. Et puis il y avait aussi une remarque qui était sur les syndicats d'assainissement, les syndicats d'eau potable, finalement, alors que c'est quand même aussi la base pour un nouvel urbanisme, ils arrivent au bout de la chaîne de création des documents d'urbanisme. Donc ils peuvent aussi pas forcément alerter sur est-ce que le réseau est assez aujourd'hui en capacité de faire face à de nouveaux habitants. Alors je vais essayer de conclure pour tout ça, de résumer. Donc il y a tout un tas de solutions qui existent. Donc on parlait de restauration à grande échelle des zones humides avec les programmes LIFE, l'amélioration de la connaissance, diverses techniques d'infiltration de l'eau pour augmenter les volumes disponibles, l'occupation du sol, les drainages, la sobriété sur les volumes prélevés, une réflexion globale sur le partage de la ressource en eau. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas un blocage dans le cadre réglementaire qui vient empêcher d'évoluer là-dessus? Donc ça, c'était une réflexion commune. Et aussi un blocage dans les perceptions des différents instructeurs, si on se trouve dans tel ou tel département ou dans tel ou tel service. Notamment, donc je parle sur les réutilisations des eaux usées ou sur l'utilisation de l'eau pluviale. Donc il y avait aussi ce qui était souligné, c'était un besoin d'évolution de la législation et un besoin d'informer et sensibiliser les décideurs sur la question de la ressource en eau qui aujourd'hui diminue. Et puis pour ouvrir un peu le débat, je reprendrai une question que Laurent Godet se posait sur l'association Ramsar, et savoir s'il pouvait prendre une motion sur le rôle, quel rôle ont les tourbières dans le cycle de l'eau, au niveau à la fois du stock qu'elle peut contenir, et sur cette restitution de la tourbière dans le cycle de l'eau. Et est-ce que ça c'est vraiment avéré, et quel est son impact, cette évolution par rapport au changement climatique? Et on avait un début de réponse qui était qu'effectivement, il y a un rôle des zones humides sur le cycle de l'eau, puisque cette tourbe est composée à 60 à 70% de volume en eau. Et donc, en plus du carbone stocké, etc., dont on connaît le rôle des zones humides ici. Et puis, pour terminer, une autre ouverture, c'était sur le Varenne de l'eau et de l'agriculture. On se posait, est-ce que les acteurs de l'eau sont aussi sollicités dans ces thématiques tout à fait transversales d'eau et agriculture, qui ont aussi un impact sur les zones humides et sur le changement climatique, en tout cas l'adaptation au changement climatique. Et donc l'agence de l'eau Artois-Picardie précisait qu'elle avait été associée très succinctement et rapidement, je crois que c'était la semaine dernière, avec une question, qu'est-ce que les apports possibles, que pourraient apporter les zones humides dans ce cadre, donc de sujet de l'eau et l'agriculture. Voilà, j'ai essayé de résumer cet atelier. Et parfaitement. Merci Julie, qu'on applaudit encore une fois. Merci encore une fois aussi à Pierre Durlet d'avoir bien voulu animer cet atelier. Et du coup, au passage, on saluera en pensée Geneviève Magnon qui devait être avec nous et qui n'aura pas pu participer. Elle devait intervenir dans cet atelier. Et donc, puisse-t-elle nous entendre, et nous allons passer au quatrième et dernier sujet, les centres d'accueil des zones humides, sur zones humides des maisons Ramsar, un outil d'éducation et de sensibilisation pour les habitants et les visiteurs, comment mutualiser leurs actions pour développer leur travail, leur portée, leur impact. Cet atelier était animé par Giovanni Payet, de la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul. Je crois qu'on peut dire Payet à La Réunion, je crois aussi, ou les deux, je ne sais pas comment on prononce, c'est Giovanni qui me précisera. Qui est donc intervenu lui-même aux côtés de Vincent Scalé et Sébastien Pierret de Virel Nature. Voilà, et c'est Olivier Hubert qui va nous en faire la restitution. Olivier Hubert de la maison du lac de Grandlieu. Bonsoir à tous, donc j'ai la lourde tâche de terminer. Petite rectification, Jean-Charles. J'ai remplacé un peu au pied levé Giovanni Payet qui n'a pas pu venir. Ah, pardon, d'accord, c'est une info. Okay, il n'a pas pu venir de La Réunion. Donc c'est moi qui ai fait une présentation sur le site de la maison du lac de Grandlieu. C'est l'occasion de signaler qu'il était impliqué aussi quand même au départ sur cet atelier. Voilà. Donc, j'ai été présentateur et rapporteur. Alors une des questions qui n'est
pas précisé dans le titre de l'atelier aussi, mais qui nous a occupé, c'était aussi surtout de comment mutualiser les différents outils existants dans un but d'efficience. Alors je vais vous faire la restitution de cet atelier en 3 points. Il s'est déroulé ainsi. On a d'abord fait un petit tour de table pour connaître les attentes des participants à cet atelier. Je vous ferai un petit résumé des 2 présentations du coup, qui ont été faites, et puis du débat qui a suivi suite à ces 2 présentations, permettant de poser quelques perspectives et quelques objectifs. Alors parmi les attentes des participants à cet atelier, on avait le besoin, certains ont exprimé le besoin d'avoir des informations sur la gestion de maisons de sites. Certaines maisons de sites sont gérées par des associations, d'autres directement par des collectivités, ou même, pour ce qui est mon cas, par une société publique locale. Et donc d'avoir des précisions sur le modèle économique de ces structures. Des participants ont exprimé la volonté à travers ces sites, montrer la plus-value du label Ramsar. Le besoin aussi de trouver une manière de sensibiliser les élus et les habitants. Et puis à travers ces maisons de sites, comment faire comprendre aux habitants du territoire ce qu'est Ramsar. Nous avons, en termes donc sur les présentations, nous avons eu ensuite 2 présentations. C'est Sébastien qui a commencé à présenter du coup le site de Virel Nature, qui est donc situé en Belgique, géré par Natagora, donc une association. Un site, donc ils ont pris le parti de jouer sur le triptyque conservation, éducation et puis tourisme. Donc c'est un site qui n'est pas un site Ramsar. On est plutôt aussi sur le choix de créer des milieux, créer des habitats pour pouvoir les présenter, pour pouvoir habiter, faire venir la faune, et puis pouvoir la présenter au public à travers des parcours. Donc il n'y a pas d'opposition là avec le tourisme, même au contraire, le tourisme comme vecteur aussi de moyens financiers pour pouvoir mener les autres activités. Donc avec la création de parcours, d'hébergement aussi sur le site pour pouvoir générer des recettes, un restaurant, des activités aussi sur les scolaires. C'est un site qui actuellement accueille 30 000 visiteurs et leurs activités touchent 9 000 scolaires. Est-ce que j'ai à peu près résumé j'ai à peu près bien résumé, Sébastien ? Oui, bon, merci. J'ai de mon côté ensuite, comme Giovanni effectivement n'était pas là, j'ai présenté, moi en tant que directeur de la Maison du Lac de Grandlieu, présenté les activités qui sont que nous gérons sur ce site. Du coup, ça permettait de présenter un site différent, avec un modèle différent. Nous, du coup, le lac de Grandlieu est sur un site Ramsar, site inscrit, site classé. Donc, donc c'est un site qui est géré en tout cas pour la réserve naturelle nationale, par la Société nationale de protection de la nature, donc la SNPN, et le site est un site du Conservatoire du littoral. Donc là, on est très limité pour ce qui nous concerne en termes d'aménagement, donc on est plus sur une valorisation de l'existant. Donc on accueille différents types de touristes, de public aussi, des touristes, du grand public, des habitants, des scolaires. Et j'ai axé aussi, comme il était question de mutualisation dans cet atelier, j'ai axé la présentation sur les différentes expériences de mutualisation de moyens qu'on avait pu faire. Donc la première expérience que j'ai présentée, c'est celle liée aux expositions temporaires que nous avons créées. Donc notamment, c'est l'occasion de mettre en avant un partenariat qui est né lors du séminaire Ramsar à Metz,
en 2018, donc un partenariat que l'on a avec le Parc naturel du Marais Poitevin, partenariat qui nous permet de mutualiser des moyens financiers pour la création d'expositions temporaires, parce que finalement, on a tous le même sujet, les zones humides, et ça évite de répéter, de créer plusieurs fois des outils identiques sur chacun des territoires. On en crée un et on le diffuse ensuite dans les différentes maisons de sites. C'est voilà, une efficience en termes de moyens humains pour la création des outils, une efficience aussi économique quand il sait qu'il est difficile de réunir des financements pour créer de nouveaux outils ou des expositions. Donc là, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec le Parc naturel du Marais Poitevin et qui demande encore à être amplifié. J'ai présenté un deuxième travail que nous réalisons en partenariat, un travail de réseau avec le WLI, le Wetland Link International. C'est un réseau qui regroupe plus de 350 sites dans le monde, donc des centres d'éducation et aux zones humides. Et puis, plus particulièrement, un sous-groupe du WLI, le MBP, Migratory Birds for People, un groupe de 25 centres qui sont situés sur la voie migratoire Est-Atlantique et qui nous permettent, donc c'est un réseau qui est géré par le WWT en Angleterre et Chris Rostron pour ceux qui le connaissent. Donc nous, on est vraiment un membre actif dans ce groupe qui nous permet de créer du contenu pour les écoles notamment, et puis des actions permettant de valoriser aussi le côté international de Ramsar. Donc la mise en lien d'écoles françaises avec d'écoles par exemple en Espagne ou au Sénégal à l'occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Donc voilà, c'était montrer à travers cet exemple l'intérêt de travailler en réseau. Et puis j'ai présenté un autre projet qu'on travaille aussi en lien avec le WLI et le MBP, plutôt en direction des collèges, donc des élèves, des scolaires. Là encore avec cette réflexion qu'à partir du moment où on a créé un outil qui permettait de valoriser le label Ramsar, sa dimension internationale, les comptages des oiseaux d'eau sur un site, qu'on avait mis en place une ingénierie du temps, une ingénierie pédagogique et du temps pour créer l'outil. Après, il ne reste plus qu'à le dupliquer dans un réseau pour gagner en efficacité, puis le rendre surtout plus efficace en touchant un maximum de scolaires. Voilà. Donc c'est un projet qu'on peut imaginer développer en France entre sites Ramsar et pourquoi pas ailleurs dans le monde avec l'aide du WLI. Et enfin, donc, on a terminé cet atelier par un échange sur les perspectives, objectifs et conclusions par rapport au sujet que nous avions. Parmi les nécessités, les préalables à la mutualisation de moyens, c'est peut-être l'idée de mieux se connaître entre centres d'accueil du public en zone humide. Alors là, il y a un travail pour Denis de Ramsar France à actualiser la base de données, puisqu'un premier travail de recensement avait déjà été fait. Il a été rappelé, en tout cas, l'intérêt de mutualiser les outils pour éviter de refaire chacun dans son territoire ce qui a été déjà fait par un autre. Le besoin aussi de se distinguer, il existe une multitude de réseaux, donc privilégier vraiment les centres des zones humides en site Ramsar pour aussi valoriser les sites qui se sont engagés dans la démarche Ramsar et dans la labellisation Ramsar. C'est un élément aussi important en termes d'identité et puis un élément de marque aussi, on a parlé de marque. L'intérêt était pointé de vraiment communiquer et ce qui fait la différence par rapport peut-être à d'autres réseaux, c'est la dimension internationale. Donc le fait de pouvoir échanger aussi avec d'autres centres d'accueil à l'étranger, d'autres sites Ramsar. Et puis de s'appuyer aussi sur l'aspect
culturelle. Voilà, donc en conclusion, je pense que voilà, les centres sont des outils essentiels pour faire connaître le label et puis aussi pour décliner le programme de la CESP, donc la CESP de Ramsar, la communication, éducation, sensibilisation et participation. Les centres d'accueil du public sont directement en lien avec les habitants du territoire, avec les élèves, avec les écoles. Donc, ce sont des outils voilà, très intéressants pour décliner cette CESP. Et il y a besoin, effectivement, de mieux les connecter, mieux les identifier et de mieux les connecter. Voilà, merci. Merci et bravo Olivier, merci pour cette restitution également synthétique. Alors, comme prévu, je ne voudrais pas prendre trop de temps sur celui qui a été prévu dans votre programme pour rentrer à l'hôtel et revenir pour le dîner ce soir. Mais évidemment, comme vous le savez, vous pouvez intervenir ou si quelqu'un souhaite préciser une intervention ou revenir sur un point en particulier ou éventuellement interroger l'un de nos rapporteurs, c'est encore possible. Il suffit de vous manifester comme vous le savez. Pas de questions, pas de demande d'intervention particulière. Si, Laurent, je vais te passer le micro directement. Ce sera plus simple. Juste une intervention ou deux sur cette partie, puis je vous donnerai les informations pour la suite du programme. Merci. Laurent Godet, Parc de Lorraine, et secrétaire Ramsar France. C'était pour Cassandre, pour l'atelier 2. Est-ce que dans l'atelier a été abordée la mise en réserve de certains bouts de territoire qui sont une forme de protection et qui peut jouxter une mise en exploration touristique, on va dire? Parce que là, si j'ai cru comprendre, c'était vraiment comment ouvrir les sites, zones humides, à la découverte et au multi-usage. Mais je pense qu'il faut qu'on soit quand même bien dans l'état de se dire qu'il faut malgré tout préserver des zones les plus sensibles pour certaines espèces les plus sensibles. Je pense qu'on ne va pas faire des cartes de touristes pour aller voir la grenouille des champs chez vous, quoi. Ça serait quand même un petit peu dommage. Donc comment on peut corréler? Parce que je pense qu'il n'est pas innocent de pouvoir vraiment montrer aux gens que sur cette réserve que l'on traverse, sur ce site que l'on traverse, il y a vraiment une zone réservoir de biodiversité qu'il ne faut pas aborder. Ça permet aussi d'aborder les deux. On ouvre une partie, mais soyez respectueux de l'autre. Je sais pas, est-ce que ça a été abordé ou pas? Eh ben, comme par magie, Cassandre va répondre, elle est là. Alors, ça a été abordé effectivement, par contre, de sensibiliser les visiteurs à la sensibilité du site et la fragilité, et donc d'expliquer en fait pourquoi il faut la préserver et pourquoi tout n'est pas autorisé. Par contre, effectivement, on n'a pas abordé dans le sens quelle zone il faut fermer, quelle zone il faut ouvrir et quelle zone il faut garder uniquement pour la préservation des milieux naturels, puisqu'en fait c'était une question qui était compliquée à répondre dans le sens où on n'a pas réussi en fait à définir à partir de combien de personnes ça devenait dangereux et à partir de quel degré de rareté ou de richesse écologique il fallait complètement fermer. En fait, il n'y a pas de réponse unique, je pense, à cette question, bien sûr. Elle s'adapte à chaque territoire et puis à chaque volonté aussi des gestionnaires. Mais l'idée, c'était plutôt de sensibiliser le grand public à la préservation des milieux naturels et à la richesse écologique pour effectivement les rendre un peu plus responsables et acteurs de cette préservation. Après, je pense que peut-être que des gens de l'atelier peuvent peut-être compléter éventuellement. Si quelqu'un d'autre veut réagir. Bon. Ouais, c'est une question. Allez, on y va. Donc Jean Rousselot, toujours au syndicat des basses Valangines et de la Rome. C'était plus pour l'atelier 1, on a parlé, dans l'intermède, on parlait avec le Marais Poitevin en se disant que nous, les transfrontaliers, ils sont un peu loin quand on est dans l'ouest de la France. Aller chercher les États-Unis, le Mexique, c'est compliqué. Donc du coup, la question, c'est de savoir si vous avez parlé aussi de jumelage. Est-ce qu'il y a des outils? Moi, je connais juste via Eurosite, il y a des choses qui se font en termes de jumelage de sites. Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Est-ce qu'il y a des choses à développer de ce côté-là? Parce que parfois, on a du mal à trouver, grande plaine inondable en France, on a des cousins, mais parfois, les cousins germains peuvent être étrangers et peuvent être plus adaptés à nos problématiques. Merci pour cette question. Je me rends directement auprès de Tobias pour lui proposer de répondre. Oui, il y a eu quelques jumelages, c'était mentionné, je pense, par le Marais Poitevin avec la Camargue. Il y avait aussi plusieurs deltas, la Camargue, le delta du Danube, le delta de l'Èbre, ou comme ça. Quelque chose que j'ai oublié de dire,
de garder tout ça dans la durée, c'est souvent un défi, parce que c'est financé par un projet, après il faut un autre, et après il n'y aura peut-être pas de troisième, et le personnel change aussi. Intéressamment, les jumelages comme ça ne sont pas légion, hein. C'est peut-être trop complexe. Un autre exemple qui était mentionné par Olivier, là, c'est le long de rive est-atlantique entre l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est porté par des centres, mais souvent les centres sont aussi liés à un site Ramsar et tout ça. Mais c'est tout à fait possible. On a brièvement évoqué aussi le réseau des sites Ramsar dans les Hauts-de-France ou dans une autre région de France, où on pourrait aussi agir davantage en réseau. Là où ça marche le plus, apparemment, c'est avec les centres. C'est mentionné le WLI, là. Il y a des réseaux en Russie européenne, en Asie centrale, du Sud, etc. Merci Tobias pour cette réponse. Je ne doute pas qu'il peut y avoir encore d'autres questions, mais en me concertant avec les organisateurs qui connaissent les contraintes aussi, comme vous le savez, pour ceux qui sont venus à pied ou en tramway. Je tends l'oreille, j'entends quelques bruits de pluie sur le toit. Je pense que les circonstances ne sont pas forcément idéales. Donc je vous propose quand même de profiter du temps qui vous reste pour aller vous détendre et puis peut-être aller faire un tour à votre hôtel. Non sans vous avoir demandé, si vous le voulez bien, au nom des organisateurs, de bien vouloir laisser vos badges à l'accueil pour les récupérer vendredi, pour ceux qui ne se connaîtraient pas encore, pour continuer votre réseautage entre vous. Pour le repas, la salle est à l'étage ici même à la Cité des Congrès. Donc vous pouvez rentrer à pied en tram, mais pour l'aller, si vous rentrez sur Valenciennes ou ailleurs. Et par contre, les trams s'arrêtent vers 21h. Donc le retour se fera par covoiturage. Voilà, donc normalement, ça devrait pouvoir se faire. Vous n'êtes pas non plus 250. Demain, pour information, rendez-vous à 8h15 pour les départs de tous les bus au même endroit, place Poterne à Valenciennes. Pour info, un message, vous l'avez peut-être vu passer, a été envoyé par Ramsar France cet après-midi pour vous donner les informations par mail, donc vous pourrez retrouver cette info. Et puis pour le repas du soir de même, qui se tiendra à la CCI de Valenciennes, près de la gare, l'adresse vous a été envoyée exactement. J'ai profité d'un petit moment tout à l'heure pour vérifier la météo de demain qui pourrait vous intéresser. Il va faire de plus en plus beau au fil de la journée, il va quand même un peu pluvioter le matin. Par contre, comme il a fait très beau avec l'été indien ces derniers jours, notez qu'il ne fera que 10 à 12 degrés demain quand même. Donc méfiez-vous effectivement de ce rafraîchissement pour vos sorties. Sinon, j'en ai terminé pour ma part, je vous ai donné toutes les infos utiles. Et puis du coup, je vais en profiter pour lever la main. Parce que courageusement, j'avais prévu de rentrer à pied, mais si je peux covoiturer avec quelqu'un pour rentrer à Valenciennes, ça m'intéresse. Donc si quelqu'un veut bien me faire signe, je suis preneur. Merci Denis, c'est gentil. Ça sera avec plaisir. Merci à vous pour cette première journée super riche, super intéressante, très interactive. Merci pour vos contributions. Bonne visite demain et à vendredi matin. Oui, pour ma part. Alors, non, mais je disais à vendredi matin pour moi-même, puisque là, ici, voilà. Alors, si les gens veulent garder leur badge pour demain, ils peuvent, mais il y en a qui font du vélo, il ne faut pas qu'ils les perdent.